un schéma pour illustrer un petit peu le cytosquelette et ses fonctions au sein des cellules eucaryotes. Alors on part ici donc d'un antirocyte. Et on peut peut-être commencer du coup par les microtubules. Alors je représentais ici voilà, une enveloppe nucléaire pour positionner un petit peu le noyau. Donc ce qu'on peut peut-être faire, c'est du coup représenter le centre organisateur des microtubules. Donc je le fais puisque c'est une cellule animale, ce qui représente là mes deux centrioles. Je fais des petits points autour, des petits tirets pour représenter un peu toute cette zone qu'il y a autour des deux centrioles. L'ensemble étant appelé le centrosome pour les cellules animales, mais vous pouvez sinon appeler ça directement donc le centre organisateur des microtubules. Ce sera aussi du coup valable pour les cellules végétales notamment. On va du coup faire partir de ce centre organisateur les microtubules. Alors faire un test, est-ce que en termes d'épaisseur, je vais juste faire un petit peu plus épais. Donc les microtubules qui partent ici du centre organisateur des microtubules. Je recommence tout, hop, donc, et qui vont rayonner un petit peu de ce centre organisateur des microtubules et se retrouver un peu partout dans la cellule. Hop, quelque chose comme ça. On peut éventuellement ajouter des informations supplémentaires. Peut-être le fait qu'au niveau du centre organisateur des microtubules, on a la polarité du coup de nos microtubules. On va noter un moins, alors que au niveau des extrémités, on peut faire apparaître, alors non pas 1 égal, mais 1 plus, voilà, puisqu'on a des filaments polarisés. Ce qu'on peut imaginer faire également, ça peut être un zoom par exemple sur une des extrémités. Afin de faire apparaître justement le fait qu'on a ici des filaments qui vont être en croissance. Donc je peux essayer de faire apparaître l'aspect un petit peu tubulaire de mon microtubule. Je peux me positionner le plus et puis je peux éventuellement rajouter ici mes dimères du tubuline qui vont pouvoir, alors les deux ne sont pas à l'échelle, ici participer à faire croître ce microtubule. D'un autre côté, on peut très bien imaginer, donc toujours au niveau, même si c'est une extrémité de plus, avoir ici un départ, pourquoi pas, de ces dimères de tubuline, et du coup d'avoir une rétraction de ce microtubule, voire pourquoi pas une disparition complète. Donc voilà pour ces microtubules. On peut toujours rajouter des informations. Je peux très bien faire un autre schéma présentant un cil, un flagelle, si jamais je voulais évoquer leur rôle dans le mouvement, la motilité cellulaire. Mais bon, là, on commence à sortir un petit peu du programme. Alors, éventuellement, je reviendrai après là-dessus. On peut, pourquoi pas, essayer cette fois-ci de partir sur les filaments d'actine, que je vais plutôt à ce moment-là représenter en rouge. Ces filaments d'actine, on va les retrouver donc également un peu partout, potentiellement dans la cellule, mais avec une concentration relativement importante à la fois sous la membrane plasmique. On va les retrouver aussi beaucoup associés à certaines jonctions entre les cellules, jonctions intercellulaires qu'on n'a pas forcément encore vues, mais notamment ces jonctions qui sont représentées ici, qu'on appelle les jonctions serrées. Donc je pourrais très bien commencer à en faire partir. Donc je peux en faire partir du coup de ces jonctions serrées, voilà, quelque chose comme ça. Je peux représenter ici du coup tout ce réseau un petit peu, je fais une sorte de maillage que je peux avoir sous la membrane plasmique. Ce sera particulièrement important si on a des endroits, des protrusions
cellulaire. Bon, là, on n'a pas une cellule qui se déplace et qui a de multiples lamellipodes ou philopodes, etc. Mais je peux quand même essayer de représenter du coup tout ce qu'on a dans cette zone dite corticale sous la membrane plasmique. On a de nombreux de ces filaments d'actine. On va en avoir également pas mal, donc au niveau ici bien structuré. C'est pas très joli ce que je fais. Au niveau donc des microvillosités qui vont être raccrochées à toute la zone ici sous-corticale. Je rattache encore à cette partie-là. Je vais faire un peu de gribouillage. Et pourquoi pas à ce moment-là essayer là aussi de faire un zoom et de représenter du coup une microvillosité en plus grand pour essayer justement de mieux faire ressortir qu'ici cette forme cellulaire donc au niveau de ces microvillosités est bien liée à la présence des filaments d'actine hein, qui concourent à cela. Du coup, je peux essayer de montrer ici quelques filaments d'actine. Bon, idéalement, je pense qu'il faut mieux faire d'abord les filaments d'actine et puis après le contour. J'aurais voulu qu'ils fassent la même taille ici. On va baisser un peu du coup. Et on peut à ce moment-là, pourquoi pas, représenter ici des protéines qui participent justement à cette organisation. Bon, j'aurais dû essayer de mieux les espacer, qu'ils soient espacés de la même distance. Donc des protéines qui participent à cette structuration. Donc en organisant ici ces filaments d'actine à l'intérieur des microvillosités et donc en permettant de former ces faisceaux parallèles ici qui confèrent cette forme aux microvillosités. Là aussi, rien ne m'empêche de faire à un moment donné un petit zoom sur un filament d'actine en croissance et ainsi de montrer qu'un filament d'actine en croissance, en réalité, ce sont des protéines donc, nommées actine G qui s'assemblent entre elles, forment une sorte d'hélice. Et que du coup, cette actine G va venir participer, donc elles sont des protéines donc, solubles ici dans le cytosol, et elles vont venir participer à la entre guillemets polymérisation, parce qu'on est là sur des filaments formés via des liaisons faibles qui vont relier ces différents actines G pour former, donc là au niveau de l'extrémité plus du filament, donc va former un filament plus grand, former ces microfilaments. Et donc là, on a une extrémité plus, une extrémité moins. On a là aussi, comme pour les microtubules, des filaments qui sont polymérisés, qui sont polarisés, et donc qui peuvent croître. D'accord, on peut imaginer ce filament ici qui va pouvoir, par exemple là, croître, alors que d'autres filaments, celui-là par exemple, on peut imaginer que plutôt qu'à un moment donné, il sera détruit, il va décroître. Alors, il existe des filaments d'actine qui participent à d'autres types de jonctions, qu'on appelle les ceintures d'adhérence. Du coup, on a des jonctions d'ancrage qui ancrent deux cellules entre elles. Donc là, mes petits bâtons orange représentent ici des protéines transmembranaires qui traversent la membrane et qui, vous voyez, interagissent ensemble ici, au niveau de cette jonction. C'est-à-dire que les protéines de la cellule que j'ai représentée permettent l'interaction de cette cellule avec la cellule d'à côté. On a ici, il faudrait à la limite que je zoome, ça ferait une protéine comme ça, une protéine ici comme ça, voilà, et entre les deux, changer de couleur, on aurait des interactions certes faibles, mais du coup au final nombreuses au vu des nombreuses ici protéines qui permettent cela, donc des interactions faibles qui permettent cet ancrage.
Ces protéines ici, donc je mets des petits points violets pour représenter un peu les interactions, ce sont des cadérines. Elles sont associées à des protéines. Je formais ça comme s'il y avait voilà, tout un groupe ici de protéines que je mets en bleu. Bon, ici d'ailleurs ce serait la même chose de ce côté-là. Et du coup, mes filaments d'actine vont être là aussi attachés à ces cadérines, à ces protéines d'ancrage, via ces protéines de liaison, ici indiquées en bleu, et vont former une véritable ceinture. Alors c'est compliqué de le montrer ici, parce que c'est en 2D, et c'est une ceinture en 3D qui vient entourer l'ensemble de la cellule, mais ça pourrait voilà, former quelque chose en quelque sorte, quelque chose un peu comme ça. Hop. Du coup je passe sur les zones sur lesquelles j'étais déjà passé, donc il y a la même ceinture d'ancrage de l'autre côté, du coup ça veut dire ici. Je refais ici mes cadérines, donc dans le terme cadérine, dans le mot cadérine on a d'ailleurs le Ca pour le calcium parce qu'elles sont liées à du calcium et le adérine pour adhésion. Je refais ma plaque ici et du coup voilà, ça me forme, là il faut essayer de voir ça en quelque sorte en 3D. Les filaments d'actine voilà, qui se relient là, de l'autre côté, donc je mets des pointillés puisque c'est pas dans le même plan, il y aura quelque chose comme ça. Ça forme vraiment une sorte de cercle qui fait tout le tour de la cellule et donc qui va permettre de renforcer la cohésion mécanique tissulaire de l'ensemble. On peut du coup rajouter d'ailleurs ce rôle ici des filaments d'actine où on va mettre associé à ces jonctions, donc ici ces ceintures d'adhérence. Peut-être que je peux écrire ça, ceinture d'adhérence. Et puis d'ailleurs, elles sont aussi associées ici à ces jonctions qu'on appelle des jonctions serrées. Je vais juste mettre jonction serrée. Et donc un rôle global de résistance ici mécanique apporté par ces filaments d'actine via leur participation à ces jonctions. Je vais rajouter du coup ici aussi, je vais rajouter le mot forme pour le côté forme cellulaire. Ici, ça me permet de mettre des mots-clés, des notions clés qui vont ressortir sur ce schéma. Donc voilà, et puis il pourrait y avoir des histoires de mouvement, de déplacement cellulaire dans le contexte d'un autre type cellulaire. Alors puisque j'ai noté ici les fonctions de ces filaments d'actine, je peux peut-être revenir sur mes microtubules de tout à l'heure et peut-être rajouter aussi de la même façon des informations. Je peux rajouter ici le mot-clé là aussi forme, parce qu'il participe à la forme, donc on est moins ici sur la forme sur les petites structures, c'est plutôt sur la forme vraiment générale, globale de la cellule, mais c'est de la forme quand même. Alors, on peut rajouter également le fait que on a potentiellement des organiques qui vont pouvoir ici être déplacés. Donc des vésicules, des organites. Imaginons que l'on a eu ici à un moment donné une endocytose. Alors je fais apparaître les autres pour pas que ça se... Voilà, qu'au départ une vésicule a été formée par la déformation ici d'une membrane. Ça peut être, j'avais pris le cas des nourrissons qui pourraient récupérer, pourquoi pas dans la lumière, peut-être noter d'ailleurs qu'ici c'est la lumière, dans la lumière intestinale des anticorps maternels qui pourraient se retrouver ici dans une vésicule, et puis cette vésicule qui pourrait du coup être déplacée. Je n'ai pas la place pour vraiment dessiner un anticorps à l'intérieur, mais qui pourrait donc être déplacé par une protéine motrice. On va faire un truc comme ça.
voilà, qui serait ici, donc dinéine ou kinésine. Alors là, on serait plutôt sur la famille de la dinéine, puisque ici, je fais, genre cette vésicule est baladée grâce au microtubule à cette protéine motrice, donc de la famille des dinéines, vers le pôle moins du centre organisateur des microtubules, et pourra après être pris en charge, pourquoi pas, par une autre protéine motrice de type dinéine, pour peut-être à un moment donné, du coup, se retrouver, par exemple, ici, et du coup aller vers là pour fusionner avec la membrane plasmique et libérer ces anticorps à l'intérieur dans le milieu intérieur, du coup participant à protéger ce nourrisson. Donc on va pouvoir rajouter ici peut-être, je vais écrire là la notion, donc voilà, déplacement d'organites. Déplacement, voilà. Bon, je ne précise pas organique parce qu'en plus, le fait qu'on ait ces mouvements d'organites via les protéines motrices et le cytosquelette, ici les microtubules, mais ça peut être les filaments d'actine, peuvent être impliqués aussi là-dedans, en fait, en réalité, entraîne un déplacement global de l'ensemble du cytoplasme. Donc voilà, tant qu'on a ajouté des choses, peut-être que là, j'aurais pu rajouter ici l'idée qu'il y avait entre ici et ici sur l'histoire de la polymérisation, des polymérisations. Ça peut être juste la notion très globale de un cytosquelette, je mets juste cyto-SQ dynamique. Donc ça, ce ne sera pas vrai d'ailleurs pour les filaments intermédiaires qu'on va avoir par la suite. C'est principalement l'actine et donc les microtubules qui ont ce dynamisme, on va dire, de polymérisation, dépolymérisation. Il y a ici un rôle qu'on ne peut pas figurer, c'est tout le rôle du cytosquelette lors de la division cellulaire également, mais donc qu'on verra plus tard. Et puis on peut finir du coup avec la dernière catégorie de cytosquelettes, donc les filaments dits intermédiaires. Alors intermédiaires en lien avec leur taille. Ça me fait penser que je n'ai pas donné la taille des autres du coup qu'on pourrait noter, le diamètre des autres qui correspond ici. On est sur un diamètre pour les filaments d'actine de 5 nanomètres. On va avoir pour les filaments, enfin les microtubules, pardon, le diamètre, je peux essayer de l'écrire, 25, la position ne me plaît pas, j'arrive pas vraiment à mettre ça où je veux, mais bref, on va mettre là 25 nanomètres, puis je vais pouvoir donc voilà, 25 nanomètres, bon c'est pas écrit exactement où je voulais, c'est pas grave. Et donc je disais, les filaments intermédiaires, du coup on sera sur du 10 nanomètres. Alors j'ai mis 5 nanomètres, c'est une erreur. Voilà, c'est corrigé. C'est en réalité, c'est 7 nanomètres et 10 nanomètres du coup pour ces filaments intermédiaires. Alors ces filaments intermédiaires, on peut déjà éventuellement juste représenter simplement, voilà, faire ici les lamines, donc voilà, faire voilà, un petit truc comme ça, hop, sous l'enveloppe nucléaire, d'accord, donc il y a ce réseau de filaments intermédiaires. La phosphorylation des lamines, on verra ça plus tard lors de la division cellulaire, permet à cette enveloppe nucléaire de se vésiculariser, donc de disparaître en quelque sorte. Voilà, ici les lamines, je vais écrire, hop. Donc les lamines qui sont là, qui structurent, donc ont un rôle dans la structuration du noyau, et aussi dans la forme en quelque sorte du noyau, on retrouve ce rôle de forme. Et puis les autres filaments intermédiaires vont là aussi avoir une fonction très importante dans la résistance mécanique, et notamment pour les cellules, comme c'est le cas de l'entérocyte, les cellules épithéliales. Alors pour cela, il faut faire apparaître en réalité d'autres types de jonctions d'ancrage qui ressemblent beaucoup aux ceintures d'adhérence. Donc je vais les mettre ici. Donc on a les mêmes types de protéines, et du coup d'ailleurs ça me fait penser que je vais mettre plutôt la même couleur. Donc je vais remettre du marron ici. Non, c'est du orange plutôt d'ailleurs. Donc je vais mettre tout un ensemble de catérines, puisqu'il y en a par exemple plusieurs pour avoir des interactions globales fortes. Il faut donc de multiples liaisons faibles ici entre ces cadérines qui existent. Donc c'est le même principe que ce qu'on a dit tout à l'heure. On a là aussi des protéines qui vont intervenir
qui vont relier ces cadérines à des éléments après, aux éléments cytosquelettiques. C'est pour ça que je fais des sortes de plaques comme ça. Donc c'est des groupes de protéines, hein, si on n'a pas qu'une seule sorte, mais voilà, elles font la jonction en quelque sorte. Je vais peut-être d'ailleurs rajouter encore un peu plus loin ici la même chose. Hop, donc je mets mes cadérines, qui sont évidemment pas à l'échelle, en réalité, elles ne débordent pas de la membrane plasmique comme ça, elles ne traversent pas à ce point-là. Et hop, du coup, je refais. Mince, je pas du bon côté, ici. Donc là, il faut supposer qu'il y a une autre cellule derrière, hein, qui n'est pas figurée, mais il y a une autre cellule. Et donc je pars sur mes filaments intermédiaires, on peut faire un truc style marron. Et donc ces filaments vont venir s'ancrer ici comme ça. Et on a des filaments comme ça, ils s'ancrent là, hop, là. Les jonctions ici, c'est jonctions d'ancrage. Alors ça ne forme pas du tout des ceintures comme c'est le cas ici, où en réalité on a vraiment du coup ces cadérines qui font tout le tour de la cellule, si on faut essayer de la voir en 3D, et donc qui permettent la liaison de cette cellule avec toutes ses voisines, et d'avoir ce lien mécanique avec le cytosquelette d'actine de la cellule. Ici, on est sur des desmosomes, c'est un côté plus spot, c'est très localisé, c'est comme un peu un bouton pression en quelque sorte. Donc une zone voilà, circulaire, localisée, où on a plein de cadérines, ces protéines de liaison, et le cytosquelette qui est relié. On peut aussi d'ailleurs avoir donc ça, cette structure, je vais la légender, c'est ce que j'ai appelé un desmosome. Donc on verra le détail plus tard, hein, là c'est plus pour illustrer juste le cytosquelette. On va avoir une structure similaire qui permettra l'ancrage à la matrice extracellulaire. On avait déjà d'ailleurs donné rapidement le nom de ces protéines que je vais mettre ici. Donc on a utilisé le terme, la couleur du coup il faut que je change parce que pas que ça soit la même. On a utilisé le terme là, de intégrine, donc il y a des intégrines comme ça pareil qui permettent d'être fixées cette fois-ci, fixer la membrane plasmique à la matrice extracellulaire qui est ici en dessous, qui est dans le cas présent une lame basale puisqu'on a un épithélium. Je vais nous remettre pareil des cellules, des protéines comme ça qui lient ces intégrines et qui vont faire le lien avec ce cytosquelette. Et du coup, ça peut relier comme ça. Ici, on peut très bien avoir quelque chose voilà, comme ça. On a d'autres ici. Pourquoi pas poursuivre celui-là comme ça. Voilà, donc l'ensemble, en fait, l'idée, c'est que l'ensemble de ces filaments vont être reliés. Donc ça peut être d'ailleurs ici, imaginons, ces filaments intermédiaires ici qui pourraient être de la famille, par exemple, des kératines. Je vais mettre ici, on va appeler ça kératine. Hop, kératine. Eh bien, la kératine qui est fixée ici au niveau de ce desmosome relie du coup cette cellule qui est ici. Je mets C1 à la cellule qui est là. Je vais mettre C2. Donc les deux voilà, sont ancrés. Et si on exerce du coup une force importante, imaginons qu'il y a une force qui s'exerce, une contrainte qui s'exerce ici sur cette cellule-là, ça tire sur cette cellule-là, eh bien l'ancrage fait qu'on va tirer en réalité sur l'ensemble du tissu épithélial, puisque on a ici les cadérines qui sont fixées aux cadérines de la cellule voisine, qui elles-mêmes sont fixées du coup à ces filaments intermédiaires. Ils sont reliés entre eux et avec les autres éléments du cytosquelette. On pourrait imaginer ici par exemple que celui-là soit relié ici au filament d'actine. À un moment, il y a une protéine qui fait le lien ici, une protéine qui fait le lien ici entre ces filaments intermédiaires et puis les filaments ici les microtubules. Ici, pourquoi pas faire un filament intermédiaire qui arrive à être fixé du coup par exemple ici, c'est le même en quelque sorte, ou alors ils sont reliés, les deux sont reliés ensemble. En tout cas, ça vous fait tout un réseau à l'intérieur de la cellule de filaments intermédiaires et même plus globalement de filaments cytosquelettiques qui sont reliés entre eux, reliés aux jonctions, et ce qui forme vraiment un tout cohérent. La résistance à la base, on va dire, juste d'une jonction d'ancrage est faible, mais comme tout est relié, on a une résistance globale qui va devenir extrêmement forte, et donc une résistance véritablement à l'échelle tissulaire. Donc on retrouve ici un rôle important donc de résistance mécanique également pour ce type de filament
cytosquelettique. Donc voilà, on a pu ajouter ici l'ensemble de nos filaments. Donc on était parti d'une cellule comme celle-là, et on a rajouté progressivement du coup les filaments de type microtubule qui partent tous du centre organisateur des microtubules, un centrosome ici pour la cellule animale, qui va avoir un rôle à la fois dans la forme et dans le déplacement des vésicules, et puis aussi d'ailleurs un peu dans la résistance, parce que ces filaments peuvent être reliés justement, je disais tout à l'heure, à d'autres filaments cytosquelettiques. On a vu également les filaments d'actine qui ont aussi un rôle dans la forme, mais là on est beaucoup plus à une échelle plus petite échelle, comme c'est le cas ici des microvillosités que je n'avais pas légendé. On aurait pu écrire d'ailleurs bien préciser que ça par exemple c'est un zoom. Alors je dis ça mais en fait on ne voit pas bien, voilà, là c'est un zoom que l'on a fait et que ça représente une microvillosité. Donc là les formes un peu plus précises en quelque sorte, et puis rôle aussi là de structuration, on va dire, des jonctions, qu'elles soient ces jonctions serrées, dont on verra le rôle plus tard, et ces ceintures d'adhérence. Donc il y a un rôle aussi dans la résistance mécanique en participant à cette ceinture d'adhérence. Et puis, in fine, on avait les filaments intermédiaires. Les filaments intermédiaires dans le noyau qui structurent ce noyau, voilà, qui permettent d'avoir cette forme du noyau et de structurer l'enveloppe nucléaire. Mais aussi les filaments intermédiaires qui ont un rôle important dans la résistance mécanique et notamment à l'échelle tissulaire, puisque l'ensemble de ces cellules sont reliées entre elles par des jonctions intercellulaires comme ici les desmosomes, ou des jonctions avec la matrice extracellulaire qu'on verra plus tard que l'on appelle les hémidesmosomes. Et ce cytosquelette permet de relier l'ensemble des jonctions et de former un tout cohérent mécaniquement. Donc voilà, il n'est pas impossible que j'ai oublié des petits détails par-ci par-là sur du coup l'ensemble de ces filaments cytosquelettiques, mais voilà comment on pourrait en tout cas schématiser en quelque sorte en partie ce cytosquelette au sein ici de cette cellule, de cet entérocyte. Certainement qu'il y a moyen d'ailleurs d'être un peu plus schématique justement, d'enlever certaines infos là, quand on met la totalité des informations, peut-être que ça fait un peu trop, c'est peut-être pas assez clair. Pensez en tout cas à bien mettre des mots-clés avec des codes couleurs si possible. Éventuellement, si ça vous forme votre plan, imaginons que le grand 1 du plan soit justement un cytosquelette dynamique, pas hésiter peut-être à l'encadrer, et puis encadrer ce qui correspond à des grandes notions, et juste souligner peut-être ce qui correspondrait, imaginons, à des notions secondaires en quelque sorte, à des grands A, grands B, ou des choses qui ne sont pas forcément directement reliées à votre plan. Donc voilà.